Avant ta VOD, une petite question quiz. Quelle est la particularité de la forêt de Dambac dans le parc naturel des Vosges? Est-ce que c'est qu'elle a accueilli le dernier championnat d'Europe de champignons? Est-ce que c'est là où vivent les seuls ours non pyrénéens de France? Est-ce que ce sont ces arbres qui ont servi à reconstruire Notre-Dame de Paris? Ou est-ce qu'elle détient le record du nombre de promeneurs perdus par an? Eh bien la bonne réponse, c'était la réponse C. Ce sont ces arbres qui ont permis de reconstruire Notre-Dame de Paris. En fait, la forêt de Dambac, c'est une des 5 plus grandes forêts privées françaises. Elle compte près d'1 million d'arbres et parmi ces arbres, on trouve des chênes qui sont suffisamment vieux et suffisamment droits pour pouvoir être utilisés pour refaire la flèche et la charpente de Notre-Dame de Paris. Et à côté de ça, c'est surtout un puits de carbone de 4600 hectares et une énorme réserve de biodiversité. La raison pour laquelle je t'en parle, c'est parce que cette forêt, elle est maintenue grâce au Fonds Révolution environnementale et solidaire et au dividende sociétal du Crédit Mutuel, qui lui a permis d'acheter la forêt en 2023. Je t'en parle en fin de vidéo. L'actualité cette semaine, elle est marquée notamment, premier sujet, par la flottille de la Liberté qui se dirige vers Gaza. En ce moment même, il y a un bateau qui traverse la Méditerranée pour tenter de mettre fin au blocus maritime en place depuis 17 ans à Gaza. Cette expédition humanitaire est organisée par la coalition de la flottille pour la Liberté, un mouvement international de solidarité avec les Palestiniens. À bord du Madeleine, parti dimanche dernier d'Italie, il y a de l'aide médicale, de la nourriture et des fournitures pour les enfants et 12 activistes pro-palestiniens, dont certains que vous connaissez bien. Il y a notamment l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan et la militante écologiste Greta Thunberg. Il y a aussi un journaliste de Blast qu'on retrouve en direct depuis le bateau. J'espère que tu m'entends. Bonjour Yanis Mamdi. Salut, ouais, je t'entends. Ça fait super plaisir, merci Yanis de nous accorder un petit peu de temps. On voit que tu es à bord du bateau. Raconte-moi un petit peu, vous êtes où? Vous êtes parti depuis combien de temps? Alors là, en fait, si tu veux, on vient ce matin, on a eu une opération. Je sais pas si pour ceux qui ont suivi, on a eu une opération. On a dû secourir en fait des réfugiés, un bateau qui était perdu en plein milieu de la mer Méditerranée, et un bateau libyen est venu. Des gardes-côtes libyens sont venus pour récupérer les réfugiés. Il y en a 4 qui ont sauté du bateau pour ne pas retourner en Libye, et du coup, nous, avec notre bateau, on leur a porté secours. Donc là, on est en fait pas très loin de la Grèce. Parce qu'on a dû faire demi-tour du coup, et après il y a un bateau de Frontex qui est venu les récupérer pour les emmener en Grèce. Et elle vient d'où cette initiative en fait? Il est parti où ce bateau et toute cette initiative de la flottille pour la liberté? Alors cette initiative en fait elle vient d'une association qui s'appelle Freedom Flotille Coalition. Donc c'est une espèce d'association internationale avec à l'intérieur beaucoup de militants et d'activistes du monde entier. Et c'est quelque chose en fait de récurrent chez eux, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait depuis des années, ça fait 15 ans maintenant qu'ils font ça, et à chaque fois ils se rendent donc à Gaza pour essayer de justement protester contre le blocus et essayer d'apporter les aides humanitaires. Et il faut savoir qu'en 2010, le bateau qui se rendait à Gaza a été attaqué par l'armée israélienne, et il y a eu un mois de cela, ils ont justement voulu retenter l'opération, mais le bateau s'est fait attaquer. Cette fois il n'y a pas eu de mort, il y a eu plus de peur que de mal. Voilà. C'est quoi les risques que vous prenez? Tu as parlé du coup de cette attaque par l'armée israélienne l'année dernière, mais là c'est quand même risqué comme expédition. Vous allez faire quoi quand vous allez arriver à Gaza? Alors justement, on vient d'apprendre là, je regardais un peu les infos, je viens de voir que l'armée israélienne a communiqué en disant que lorsque le bateau arriverait, il y aurait une annonce qui serait faite pour dire au bateau de faire demi-tour, et que si jamais le bateau ne fait pas demi-tour, l'armée israélienne procéderait à une opération comme celle de 2010. Alors je pense qu'ils essayent d'intimider les activistes qui sont sur le bateau, en rappelant en 2010, donc il y a eu ces 10 morts de cette même association. Donc l'idée, ça serait plutôt une interception de l'armée israélienne, les activistes seraient arrêtés, ils seraient interrogés, puis après ils seraient renvoyés dans leur pays respectifs. C'est quoi ton boulot de journaliste, toi, à bord? Moi, tout simplement, j'ai ma caméra avec moi, et tous les jours, je filme un peu tout ce qui se passe. Le but, c'est de documenter un maximum et de pouvoir à la fin réussir à faire un documentaire et pouvoir raconter cette aventure de ces... T'as dit 12 activistes, en fait, c'est 10 activistes et 2 journalistes. Il y a avec moi un journaliste d'Al Jazeera qui filme en live continu. Et en fait, l'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir raconter cette aventure et de raconter ces gens qui ont décidé de monter sur un bateau et d'essayer de se rendre à Gaza, toute la symbolique qu'il y a autour, et aussi les personnes qui sont dedans. Donc, comme tu as dit, Greta Thunberg, Rima Hassan, mais aussi, on est en tout 6 Français sur ce bateau. Donc voilà, il y a tout ça à raconter, c'est juste ça. Et justement, quel format ça va prendre quand tu seras rentré? Ce sera un long format? Ce sera quoi? Ça sera un long format, ça sera un documentaire. Je vais faire un documentaire sur ce qui se passe. Alors après, j'essaye un peu de documenter aussi au jour le jour
avec les réseaux sociaux, etc., parce que il se passe toujours quelque chose sur ce bateau-là, avec ce qui s'est passé avec les réfugiés. Il y a eu les drones il y a 2 nuits de ça. Donc, j'essaie aussi de documenter à travers les réseaux sociaux, tout simplement. Tu peux nous montrer un petit peu le bateau, à quoi il ressemble? Ouais, alors est-ce que je peux changer la caméra ou pas? Non, je peux pas. Alors, je vais essayer de faire. Non, vaut mieux pas, t'inquiète pas. Non, je la change pas. Bah là, vous voyez, on est sur le voilier. Vous voyez, il penche beaucoup. Hein. Ouais, je vois ça. Vous êtes combien à bord? C'est un voilier de 18 mètres. On est 12. On est 12. C'est un voilier de 18 mètres de long. Tu comptes donc, au-delà de Rima et Greta, tu as un médecin à bord, tu as 4 membres d'équipage. Et après, tu as 2 membres de l'association, 3 membres de l'association, donc de la flottille. Je sais pas si vous voyez bien là. J'essaie de vous faire un tour sans trop. Faut pas que je tombe. Voilà. Donc, vous voyez. Ok. Et on est en plein milieu de la mer Méditerranée. Le bateau est petit. Hein. Après, je peux pas vous emmener en bas, parce que sinon, je pense que je vais tomber. Mais voilà. Est-ce que tu peux nous passer Rima Hassan? Bien sûr. Rima, je vous la passe tout de suite. Merci beaucoup, Yanis. Voilà, merci à toi. Donc Yanis, je vous rappelle, hein, qui est journaliste pour Blast. Et on est avec Rima Hassan. Bonjour Rima, merci d'être avec nous. Excusez-moi, je récupère juste un écouteur à installer. Est-ce que tu m'entends bien, Rima Hassan? Oui, je vous entends très bien. Pardon. Merci beaucoup merci de nous accorder quelques minutes. Est-ce que tu peux nous dire comment a été montée cette opération? De la Flottille La Liberté? Ouais. Alors, c'est une coalition qui, depuis 2011, tente de briser ce blocus qui est imposé par l'État d'Israël depuis beaucoup trop longtemps et qui réunit 22 ONG. Et cette action, en fait, existe depuis très longtemps, mais elle a une dimension particulière actuellement au regard de la famine, qui est particulièrement documentée, dénoncée de toutes parts, et du génocide qui est en cours. D'accord, ok. C'est quoi l'objectif de cette expédition là vers Gaza? De briser le blocus. Alors, on a bien conscience que l'action, elle est à la fois symbolique et politique, mais on espère effectivement. Alors, il faut bien avoir en tête que les premières traversées, disons, de cette flottille, dès 2011, il y en a 5 qui ont réussi à atteindre la bande de Gaza. Mais depuis quelques années, les autorités israéliennes, je suis un peu fatiguée de notre journée, les autorités israéliennes ont soit intercepté, soit attaqué les différentes flottilles. Donc là, l'idée, c'est de continuer à résister, à poursuivre cette action dans l'objectif effectivement de briser ce blocus, de pouvoir atteindre la bande de Gaza, de livrer l'aide humanitaire que nous avons, qui est certes un pansement au regard des besoins, puisque nous sommes sur un tout petit bateau. Le dernier était plus grand, mais il a été attaqué et endommagé le 2 mai par des drones israéliens. Et cette action, elle est à la fois aussi politique. Elle vise à dénoncer le vide politique de nos dirigeants, puisque c'est une initiative en fait citoyenne de citoyens engagés. Et en fait, on endosse un peu le rôle qui devrait être celui, en réalité, des dirigeants qui ont beaucoup plus de moyens que nous et qui peuvent, eux, effectivement, briser le blocus s'ils le voulaient réellement dès demain, quoi. Je crois que vous avez des messages à faire passer à Emmanuel Macron. C'est lesquels? Alors effectivement, il y a 2 messages à faire passer. Le premier est en réponse à l'actualité s'agissant de la coopération militaire de la France avec le israélien, qui a été parfaitement documenté, notamment par Disclose. Et je veux aussi saluer la bravoure et la résistance, là aussi, la désobéissance. Aujourd'hui, le désobéir est un acte noble dans ce contexte. La désobéissance des travailleurs, voilà, tout à fait, qui ont refusé, tout à fait. Et le deuxième message que nous avons à faire passer, donc là, je me permets vraiment d'utiliser votre plateforme pour en parler. Nous lançons une campagne là d'ici quelques minutes. On est en train juste de finaliser les derniers éléments de communication. Elle s'adresse effectivement à nos dirigeants, mais pas seulement aux dirigeants français, au gouvernement en réalité des pays, des nationalités qui sont à bord de ce navire et des pays concernés par notre traversée. On leur demande ce qu'ont demandé 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, c'est-à-dire de tout mettre en œuvre pour assurer une voie sûre pour la flottille de la liberté. Et on rappelle à ce titre le droit international qui doit s'appliquer
à savoir que les eaux de appartiennent aux Palestiniens. Ils sont contrôlés de manière illégale par une puissance occupante qui est l'État d'Israël. Donc les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont parfaitement rappelé que les Palestiniens étaient en droit de recevoir de l'aide humanitaire. Et deuxième élément qu'ils ont rappelé, la flottille de la liberté est en parfaite légalité en circulant en eau internationale, conformément au droit international. Donc nous demandons au gouvernement français, mais également aux autres gouvernements concernés par les nationalités des personnes à bord de ce navire, de prendre leurs responsabilités, de faire appliquer le droit international et de protéger la trajectoire de la flottille en cas d'attaque ou d'interception par les autorités israéliennes. Est-ce que tu attends de la part d'Emmanuel Macron qu'il tienne sa promesse de reconnaître l'État palestinien au mois de juin, comme il l'avait dit ? Oui, mais je veux vraiment insister auprès des gens qui nous écoutent sur le fait que la reconnaissance de l'État palestinien à elle seule ne peut rien. Preuve en est, il y a 146 États qui reconnaissent l'État de Palestine à travers le monde, c'est-à-dire une grande majorité de la communauté internationale, et on voit bien que cela ne suffit pas. Plus récemment, des États européens ont également entamé cette démarche de reconnaissance de l'État palestinien, et ça n'a pas non plus permis de stopper les crimes qui sont commis par l'État d'Israël. Je veux dire, premièrement, que la reconnaissance de l'État palestinien est un dû, ce n'est pas un cadeau que nous faisons aux Palestiniens, c'est un dû, et par ailleurs, nous sommes particulièrement en retard, puisque, comme je le disais, il y a déjà plus de 148 États à travers le monde qui reconnaissent l'État de Palestine. Les derniers États qui sont à la traîne, ce sont précisément les États occidentaux, et en particulier les États européens. Deuxièmement, la reconnaissance de l'État palestinien, c'est-à-dire la reconnaissance des droits du peuple palestinien, doit aller de pair avec des sanctions contre ceux qui, justement, portent atteinte aux droits du peuple palestinien. Sinon, il y a un problème de cohérence. On ne peut pas d'un côté dire le peuple palestinien a le droit à la dignité, à la liberté, a le droit à l'autodétermination, a le droit d'avoir son État, etc., etc., si en même temps, on laisse faire les crimes commis par l'État d'Israël qui, justement, viennent rendre impossible toute cette quête des droits et des libertés qui sont censés être reconnus par la reconnaissance de l'État palestinien. Donc il faut qu'on comprenne tous collectivement que la reconnaissance de l'État palestinien est plus de l'ordre de l'annonce politique, mais nous voulons surtout des actes et des actions qui vont dans le sens des sanctions contre le régime israélien. Et dernière question pour toi, Rima, comment est-ce que vous abordez cette nouvelle nuit à bord du bateau ? Qu'est-ce que vous faites en attendant d'arriver à Gaza ? Eh bien, nous sommes fatigués, parce que là, ça fait deux nuits en réalité d'affilée où nous avons eu l'alarme qui a sonné, donc effectivement c'est épuisant, et par ailleurs nous avons un système où nous tournons pour faire de la surveillance. Donc moi j'ai été en surveillance avec deux autres personnes à bord du navire de 4h à 8h. Nous avons été réveillés au milieu de la nuit, 1 heure ou 2 heures avant, par une alarme pour un drone. Donc j'ai très peu dormi, et puis la journée qui est passée, elle a été particulièrement éprouvante. On a communiqué dessus, donc sur le sauvetage d'une embarcation dont le moteur ne marchait plus depuis 2 jours. Et donc voilà, nous venons à peine de nous reposer. Maintenant, nous allons dîner, et je pense qu'on va pas tarder à aller se coucher. Donc, ce qu'on fait dans la journée, on entretient le bateau. Donc, il y a plusieurs activités de nettoyage. Il y a également plusieurs activités de réglage. Alors là, ça me concerne pas parce que je maîtrise pas vraiment. Voilà, tout ce qui concerne le réglage des voiles. Et puis, les 2 capitaines qui sont à bord, eux, suivent de très près tous les appels et tous les signalements radio que nous, on ne peut pas forcément bien maîtriser ni comprendre. Et puis, nous avons nos activités respectives de communication, de médiatisation et de sensibilisation. Je veux le redire, c'est notre seule garantie, notre seule assurance vie, cette médiatisation et cette communication, puisque le dernier navire avait décidé de ne rien communiquer, avait misé sur la discrétion, et il a été attaqué par un drone à plusieurs reprises dans les eaux internationales près de Malte. Donc il n'était même pas encore proche des eaux israéliennes, il était près de Malte. Donc on doit absolument continuer à maintenir cette pression, si vous voulez, auprès de l'opinion, pour nous assurer cette sécurité tout au long de la traversée. Merci beaucoup, Rima. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes sur le plateau de Backseat. Et je compte sur vous pour la campagne que nous lançons ce soir. Merci infiniment. Merci, bonne soirée et bon courage pour cette fin de deuxième jour à bord du bateau, donc de la flottille pour la liberté. Merci, au revoir. Merci.
Et donc, je disais, voilà, donc une initiative sous forme de coup de communication nécessaire pour attirer l'attention sur le sort des Gazaouis, je suppose. Vous en pensez quoi ? C'est vrai qu'il y a eu un peu un vide depuis la reprise, finalement, la fin du cessez-le-feu, il y a déjà quelques semaines où on parlait moins de Gaza, là ça se remobilise. Bon, il y a la flottille, il y a eu d'autres actions avant, mais c'est vrai que pendant ce temps-là, il y a effectivement toujours des Gazaouis qui se font bombarder. On a eu récemment aussi, ces derniers jours, l'aide humanitaire. En fait, ils ont accordé une aide humanitaire, mais c'est une fondation israélo-américaine dont le directeur même a démissionné parce que les conditions de distribution de l'aide humanitaire à Gaza n'étaient pas du tout remplies, parce qu'effectivement une aide humanitaire, pour la distribuer, ça obéit à certaines règles, mais voilà. Et aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gaza, et à raison, il y a aussi la situation en Cisjordanie qui devient extrêmement, encore plus préoccupante. Ouais. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'activistes, etc., qui se demandent ce qu'ils doivent encore faire pour qu'il y ait une action internationale, ou pour que quelqu'un agisse pour mettre fin au massacre du gouvernement Netanyahou, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Et quand on regarde, effectivement, tous les jours il y a des nouveaux morts, mais voilà. Et aussi évidemment le gouvernement français, Emmanuel Macron, il doit y avoir, comme tu l'as dit, cette responsabilité vers le 20 juin ou de mémoire sur la reconnaissance de l'État palestinien. Mais là, l'urgence, elle est vraiment dans l'humanitaire, la fin des massacres, et voilà. Lorraine ? Moi, je suis assez émue en réalité d'avoir échangé avec eux, parce que je trouve que c'est très courageux de leur part de prendre le problème à bras le corps et mettre quelque part aussi potentiellement leur vie en danger, et de servir de leur statut tant de journaliste, tant de députée européenne que de militante connue internationalement, pour mettre la lumière sur ce qui se passe. Après, je pense que effectivement ça réglera pas les soucis notamment humanitaires, ni mettra fin à la guerre, à mon avis, même si voilà, mais c'est déjà important de le faire, je trouve, donc voilà. Autre sujet dans l'actualité cette semaine dont on voulait discuter, retour ici en France. On continuera évidemment à parler du sujet Gaza, on en parlera notamment dans l'Edoito cette semaine. Edoui Plenel voulait en parler sur le plateau de Backseat, donc ce sera le sujet de l'Edoito. Retour en France, je le disais, pour parler d'une autre actualité un peu bizarre en fait. On a l'impression que François Bayrou est porté disparu. Le Premier ministre est le grand absent depuis quelques semaines, depuis l'annonce des 40 milliards d'euros d'économies à faire sur le budget 2026, depuis son audition par une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betharam. Et on a un François Bayrou qui se fait discret. Ça remonte à quand, la dernière fois que vous avez entendu le Premier ministre ? Et j'ai peut-être mauvaise mémoire, mais pour moi, c'est commission d'enquête Betharam avec son livre Les fils à la meute. Ouais. Non, si, après, parce qu'il est interviewé sur un plateau où il dit que... Ah, sur TF1 Oui, non, sur BFM, il dit qu'il s'est cyberattaqué son site où il a ses preuves de défense, et qu'en fait, Mediapart passait par-dessus pour tout casser, mais c'est pas grave. Je crois que c'est ça, c'est Betharam. Moi non plus. Moi, c'est pareil, j'ai pas entendu... je l'ai pas vu, en tout cas, prendre la parole dans les médias de sa voix directement depuis sa commission d'enquête sur Betharam. Oui, voilà, pareil, où il disait que la claque qu'il avait mis à un gamin, je sais plus en quelle année, c'était pas vraiment... 2002, non C'était une tape pédagogique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est depuis... Non, je crois que c'est 2007, je crois que c'est pas 2007, ouais. Ouais, depuis qu'il a déclaré ça, et j'avoue, mais je me posais la question. C'est vrai qu'un matin, je me suis réveillée, je me disais, au fait, Bayrou, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Ouais, non, c'est bizarre. Latifa, qui fait quoi au sein du gouvernement ? On n'y voit pas très clair. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand, je me dis ça, je me dis, mais en fait, où il est ? Et c'est vrai qu'on voit aussi moins Emmanuel Macron. Et si, je sais pas, quelqu'un qui connaît rien en politique française débarque dans le pays, allume la télé, il va croire que c'est Retailleau et Darmanin qui sont à la tête du pays. Totalement. En fait, si t'arrives de nulle part comme ça. Et c'est vrai que ça met un flou sur la manière de gouverner, forcément, sous la Ve République. On est presque dans une cohabitation, parce qu'on n'oublie pas que Bayrou, il a forcé la main pour devenir Premier ministre. C'était pas lui. Ouais. Donc, si tout ça pour disparaître, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est ça. Mais après, je pense qu'il est dans une logique, effectivement, un peu à l'ancienne, où il est beaucoup dans la consultation. C'est-à-dire qu'il a donné sa deadline au 14 juillet, où il donnera les grandes orientations. Et jusque-là, il a fait son conclave pour la retraite, par exemple. Il a fait quoi d'autre ? Il consulte beaucoup. Et en fait, c'est tellement différent de ce que fait Macron, finalement.
mais ça donne l'impression qu'il ne fait pas grand-chose. Et voilà, donc c'est vraiment... Et donc ce que je disais, c'est qu'à côté, Retailleau et Darmanin en profitent pour faire leur petit spectacle, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de cap ni de cohérence, on a l'impression que chacun des ministres fait son truc dans son coin, et que Retailleau et Darmanin, du coup, font une course à l'échalote, mais il y a l'impression qu'il n'y a personne au-dessus d'eux, en fait. Ouais, il n'y a pas de capitaine, quoi, c'est vraiment ça. Moi, je me demande quelle doit être l'ambiance en Conseil des ministres. Ça doit être assez intéressant à regarder. Mais moi, j'y crois pas du tout au Bayrou, le démocrate, en fait, qui consulte, etc. Moi, je pense que, un peu comme l'a dit Marine Tondelier dans je sais plus trop quel média sur la question de la proportionnelle, elle a l'impression que, il convoque des différents partis, les différents acteurs, etc., qui leur dit un truc à eux, puis un autre truc à d'autres personnes, etc. Et on comprend pas où il veut aller. Et on a l'impression qu'à la fin, il va écouter que lui-même. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est pas tant qu'il s'isole pour consulter, etc. Je pense que c'est plus qu'il s'isole pour essayer de notamment trouver des soutiens. Il y a des députés macronistes qui disaient, qui confiaient à France Info que quand il y a eu en même temps qu'il y a eu la commission, en tout cas le communiqué par rapport à la commission d'enquête sur Betaram, il a demandé un espèce de pot, de cocktail, je sais même plus comment ils ont appelé ça, avec les macronistes, et c'était aussi pour avoir leur soutien. Donc moi, j'ai plus l'impression qu'ils cherchent des soutiens et qu'ils cherchent avec quelle victoire, entre guillemets, il peut revenir, plutôt qu'une réelle volonté de consulter les parties prenantes. Émilien, un des symptômes de cette situation difficile pour François Bayrou, c'est peut-être la réforme du mode de scrutin, la proportionnelle. Oui, parce que en fait, c'est une revendication historique de Bayrou, la proportionnelle. En même temps, donc là, il faut bien... Il se dit qu'il a peut-être pas jusqu'à la rentrée sûr où il peut encore tenir, et après on n'est plus sûr, et donc il essaie de la mettre en place, mais sachant que les avis sont extrêmement divergents. Le RN veut sa proportionnelle bizarre non, mais dans sa logique où il y a plus 30% de primes majoritaires, donc en fait c'est juste le premier qui gagne, donc évidemment c'est le RN. Et il y a j'ai pas trop entendu en fait les volontés des partis de gauche, mais j'ai regardé un peu les programmes. Mélenchon, c'est une liste proportionnelle départementale, alors que ELV, les écolos et le PS, c'est plutôt un peu un truc à l'allemande, c'est-à-dire c'est sur base nationale proportionnelle, mais on a quand même des députés élus dans des circonscriptions. Et les Républicains, qui comme d'habitude en fait se font le plus entendre, c'est-à-dire que Wauquiez a dit qui bloquerait qui pourrait voter la censure s'il y avait une proportionnelle, en tout cas qui bloquerait. Retailleau qui dit si on m'en charge moi, je me barre. Et donc, ça. On sait pas ce qui, du coup, on sait pas. Par exemple, Bayrou aurait pu dire non, on y tient, ou on confie, on sait pas ce qu'il pense. Lorraine, pourquoi Retailleau il a mis sa démission dans la balance ? Par rapport à la proportionnelle, en fait, parce qu'il vient ça fait quand même un moment là, qu'il a été élu président des Républicains. Et en fait, on sait que historiquement, les Républicains sont totalement opposés à la proportionnelle. Pour eux, en fait, il faut qu'on garde notre système. Notre mode de scrutin actuel. Donc pour moi, en fait, il essaye de montrer à son camp en mettant sa démission dans la balance, soi-disant, parce que moi non plus, ça aussi, j'y crois pas du tout, que, en fait, il est de leur côté et il fait entendre la voix des Républicains au sein du gouvernement. Latifa, est-ce que le seul objectif de Bayrou, c'est pas de se faire le plus discret possible pour durer le plus longtemps possible, paradoxalement? Oui, peut-être que c'est ça au fond sa stratégie, parce que il a l'avantage de pouvoir tirer les enseignements de ce qui est arrivé à Michel Barnier avant lui, etc. Et aussi même par rapport, j'allais dire par rapport au fait qu'il est un peu forcé pour devenir Premier ministre et que du coup il s'accroche à son siège. Mais effectivement, après en soi, d'une manière institutionnelle et politique, elle est difficile sa position à tenir. On n'a toujours pas de majorité à l'Assemblée. Il a un président. Il y a un budget à préparer. Il y a un budget à préparer, des économies à faire, un président qui veut pas de lui. On a à se demander pourquoi il a voulu ce travail en fait, pourquoi il a voulu cette fonction. Mais je pense que c'est sa stratégie, parce que finalement, même pour Betaram, en fait, à une autre époque, ou peut-être dans un autre pays, ou une autre personne, il aurait pu en fait sauter à cause de cette affaire qui est extrêmement grave. Et en fait, finalement, sa défense, elle était même pas incroyable, mais en se faisant un peu discret, en répondant,
ça a l'air de fonctionner. Peut-être parce que les gens ont d'autres problèmes en fait que se soucier de Bayrou. Mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et je pense qu'il doit quand même faire des accords souterrains en fait et locaux. Et il y tient, d'où sa présence au conseil municipal de Pau, qui avait fait beaucoup parler quand il avait été nommé. Mais c'est aussi pour envoyer un signal et pour dire que les élus locaux restent importants et qu'il va prendre en compte leur avis et qu'il va pas décider tout seul dans son coin. Même si in fine peut-être c'est ce qu'il va faire, j'en sais rien. Mais il a envoyé quelques signaux de ce point de vue. Mais c'est un peu bizarre quand même de vouloir durer, juste pour dire je ne me suis pas fait jeter dès que je pouvais, je suis mieux que Barnier. Non, ou de dire dans cette situation institutionnelle inédite, que c'est le cas, c'est une manière de montrer, en un sens, il faut aussi de la politique un peu à l'ancienne. En opposition à ce que disait Macron, en fait. Le bilan sera pas terrible, quoi, voilà. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que François Bayrou, c'est un Premier ministre faible. Non, et je ne dis pas ça comme une appréciation de sa politique, c'est juste le fait qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il n'a même pas de majorité suffisamment qualifiée pour représenter quelque chose de significatif. Donc, il est contraint un peu de se laisser aller au fur et à mesure des événements, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de retours sur la scène politique, l'Assemblée nationale. Parce que c'est là que ça se passe maintenant, parce que c'est là que se font et se défont des lois. On a entendu parler de la loi Duplon, on a entendu parler des différentes méthodes d'adoption plus ou moins réglo de la part des macronistes sur des propositions de loi du Sénat. Moi, je trouve ça intéressant parce que si on passe à un scrutin proportionnel, on va se diriger vers un système politique beaucoup plus fréquemment comme celui qu'on est en train de vivre actuellement. Oui. D'où le fait que je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas juste, nous les Français, en train de découvrir ce que c'est qu'une démocratie parlementaire? Ouais, mais en même temps, je pense que c'est un peu incomplet, parce que finalement, une vraie démocratie parlementaire, je sais pas moi, à l'allemande par exemple, ils négocient avant de nommer quelqu'un, un vrai programme de coalition, et ils vont quelque part. Et c'est vrai que autant on entend beaucoup parler de l'Assemblée, autant je suis allé voir par exemple les lois qui avaient été promulguées durant cette législature. C'est pas évidemment il faut des lois pour tout, mais c'est des accords c'est valider des accords avec tel pays pour les ressortissants, c'est des réglementations sur certains polluants. Tout ça est important, mais c'est quand même des tout petits trucs. Et là, la seule en fait grande loi, c'était la loi euthanasie, qui déjà était en cours dans la précédente législature quelque part. Et donc c'est que ça pour paraphraser un grand homme, ça manque d'un cap clair quelque part pour aller quelque part, parce que finalement la proportionnelle, c'est pas juste des partis comme ça qui sont lâchés, qui chacun défendent leur truc, et ça mène pas à grand chose. Lorraine? En vrai, justement, vu qu'il n'y a pas de majorité, même s'il voulait aller quelque part, en soi, il pourrait pas. Donc moi je trouve que c'est pas plus mal, mais après effectivement si on était vraiment dans une démocratie parlementaire, déjà le résultat des élections en 2024 aurait été pris en compte, ou en tout cas on aurait, à mon avis, comme c'est fait dans d'autres démocraties parlementaires, laissé l'occasion au nouveau Front populaire de tenter de constituer un gouvernement. Après on peut se dire oui, il aurait été censuré, oui, pourquoi pas, etc. Mais normalement au moins ça aurait été tenté. Donc peut-être qu'effectivement on est en train d'apprendre, et contre notre volonté quelque part, ou en tout cas contre la volonté du gouvernement actuel. Lucie Castet, si elle avait été nommée première ministre, elle aurait eu un gouvernement faible. Oui, c'est sûr. Pour la même raison que François Bayrou. C'est pas une question de qualité des personnes ou de camp politique, sauf si elle avait réussi à trouver un accord avec les macronistes. Chose qu'elle voulait faire. Elle l'a dit sur le plateau de Backseat, qu'elle était partante pour aller négocier avec les macronistes et essayer de créer une grande coalition qui aille des insoumis aux macronistes et qui se mettent d'accord à minima sur une non-censure. Bon. Donc ouais, non. Je reviens sur Retailleau et Darmanin qui font la course à l'échalote. Est-ce qu'on est de retour dans les années Sarkozy, celles où on court derrière les faits divers pour se faire mousser? Ça, je dirais que c'est un peu intemporel. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, quand même, depuis très longtemps, je ne sais pas si j'ai pas la mémoire suffisante pour savoir si c'est spécialement Sarkozy qui a lancé ça, mais voilà, d'abord sont généralement assez populaires parce que voilà, ils vont s'affronter à des questions qui souvent sont assez constitutionnelles dans l'opinion sur le fait qu'il faut de l'ordre, etc. Et donc on va faire le tour des commissariats dès qu'il y a un fait divers. Je pense que Retailleau n'a pas tout à fait non plus le sens de la mise en scène que pouvait avoir un Sarkozy, y compris dans les petites phrases que ça pouvait avoir du type le Karcher, etc. Mais c'est vrai que
Parce que c'est un peu une situation, Chirac, c'était le second mandat, on se doutait qu'il ne se représenterait pas, et il y avait un peu plus de place pour les ministres pour s'exprimer. Et là, finalement, il n'y a pas de Bayrou, il n'y a pas de Macron, donc on peut lancer ses propres trucs. On sait qu'il y a une potentielle candidature après, donc on cultive son image, et c'est vrai que ça fait des choses qui sont... on pense à Retailleau pour lui-même, et d'ailleurs lui-même se revendique comme n'étant obligé par personne, ce qui est un peu bizarre pour un ministre. Latifa ? Oui, complètement. C'est qu'on a aujourd'hui des ministres qui sont censés gouverner tout le pays, et on sent un Retailleau ou un Darmanin qui ne s'adresse qu'à une partie de la population. C'est aussi ça, en fait, que ça veut dire. C'est que on n'en parle pas suffisamment du fait de devenir ministre, à quel point ça peut être évidemment instrumentalisé à des fins personnelles par certains. Et puis, évidemment, rebondir sur des faits divers, mais c'est toujours la même chose, c'est les faits divers qui vont dans le sens de leur politique ou de leurs opinions, quelles qu'elles soient. On l'a vu de manière flagrante avec le ministre de l'Intérieur, le meurtre d'Aboubacar Cissé, son temps de réaction. Et quand il se passe autre chose ailleurs, où la victime n'est pas ou noire, ou arabe, ou musulmane, ou peu importe. Mais c'est ça aussi que ça dit. Et quand on parlait quand on était à l'époque Sarkozy qui parlait de racaille, etc., parce qu'on a l'impression que chaque ministre a son vocable pour désigner certaines parties de la population, pour pas dire jeunes de quartier populaire, ou noirs et arabes, etc. Et le problème, c'est que là, l'époque est devenu on est encore plus à droite qu'en 2007. Déjà, on pensait qu'en 2007, on était loin, mais là, c'est encore pire. Donc forcément, il y a une surenchère où on a un Retailleau qui est complètement, qui s'adresse qu'à une partie de la population et qui a employé le terme barbare. Peut-être qu'on y reviendra après, etc. Mais moi, je trouve ça en fait effrayant parce que je me dis, autant mes rouges, on sait pas trop ce qu'il fait, mais voilà. Mais alors eux, ils ne sont drivés que pour leur avenir personnel. Lorraine ? Totalement. Et en fait, pour moi, le fait qu'ils se mettent en avant avec toute leur polémique et qui capitalisent sur tous les faits divers, en tout cas qui vont dans leur sens, pour moi, c'est justement le signe que, en tout cas à droite, surtout à droite, en vrai, même à gauche en réalité, en tout cas les partis politiques français, pour moi, n'apprennent pas la démocratie parlementaire. J'ai l'impression qu'ils cherchent à se faire voir comme le nouvel homme présidentiel qui va nous sortir de la crise institutionnelle dans laquelle on est. Et du coup, chacun essaye de placer son petit pion. Après, je pense que c'est aussi l'ambiance des congrès qui fait ça. Mais en tout cas, moi, j'ai plus l'impression qu'ils essayent de placer leur petit pion, et je suis l'homme de la situation, et faites-moi confiance, je suis plus raciste que les autres, en l'occurrence, et je vais vous sortir de là, quoi. Et en plus, pour pas que, entre guillemets, taper sur la droite, c'est que c'est incroyable qu'il y ait globalement une absence de la gauche sur des sujets extrêmement majeurs, en fait, et je sais qu'ils ont autre chose à faire, mais la gauche va périr de ne pas réussir à trancher des questions qu'elle doit avoir le courage de trancher aujourd'hui. Comme quoi ? Mais comme la question de l'immigration, par exemple, et le lien avec l'insécurité que nous fait la droite depuis des années. En fait, quelle est la position de la gauche là-dessus ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va enfin parler et dire quel est le positionnement et affirmer une position juste une position de gauche ? Et en fait, c'est aussi ça le problème, c'est qu'en face, on n'a personne qui a le courage politique pour affronter les vraies questions. Non, je réfléchis. Je réfléchis, je me demande si c'est pas plutôt notre système politique qui est à bout de souffle. Le truc, c'est que c'est un peu une lapalissade. C'est un peu un truc qu'on dit à chaque fois. Notre système politique est à bout de souffle, le présidentialisme est à bout de souffle. Alors là, le présidentialisme, en ce moment, paradoxalement, mais quand même, on a le président de la République le plus faible de l'histoire de la 5e. Encore une fois, c'est pas une appréciation personnelle d'Emmanuel Macron. C'est le fait est qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, et il est même pas en cohabitation non plus. Il est en espèce de truc très bizarre, où il a une majorité relative d'une courte tête qui n'a pas les moyens de faire adopter la moindre proposition de loi toute seule, quoi. Non, mais je pense qu'effectivement, on en reparlera peut-être avec l'invité, mais il y a effectivement un problème, on va dire, du système français, dont on croyait qu'il était au moins la stabilité, à défaut d'être représentatif, et on voit que c'est plus le cas dans le système actuel qui est plutôt, on va dire, tripolaire. Et en même temps, c'est vrai que je pense que c'est jamais le tout, finalement, je sais bien ce que tu penses, mais de dire on va changer des règles
et ça s'arrangera. Il y a aussi, je pense, quelque chose dans le fonctionnement des partis politiques, par exemple, qui ne fonctionne pas. Il y a que la société qui n'est pas faite. Peut-être que c'est pas juste le fonctionnement du Parlement, mais aussi, peut-être, je sais pas, une production de consultations plus directes, etc. Enfin, il y a quand même je pense que dans le délitement qu'on voit actuellement, dans les partis ou dans les institutions, c'est pas qu'une question de règles. Je pense qu'il y a une question aussi de manière de faire de la politique qui devient vieillissante, où en fait chacun explique qu'il est sans langue de bois, sans limite, etc. Ce qui finit par rimer à rien. C'est du positionnement personnel. Ouais, c'est du positionnement personnel, mais pour le coup, le présidentialisme, il est là. Il est dans le positionnement personnel où chacun se voit un destin. Aujourd'hui, on peut compter une quarantaine de candidats pressentis à l'élection présidentielle, où tu as besoin de ne pas répondre à la question pour être invité sur les plateaux télé. C'est toujours la même absurdité. Même Teddy Riner maintenant. Donc, bon. Mais oui, non, mais allons-y. Autre sujet qu'on voulait aborder, la victoire du PSG en Ligue des Champions et ce qui s'est passé ensuite après la victoire du PSG, c'était samedi, des violences ont éclaté partout à Paris. Alors je précise quand même que c'était d'abord une grande fête, une grande liesse populaire qui a été émaillée de violences. On compte en l'occurrence 1 mort et 200 blessés, des pillages et près de 600 arrestations à travers le pays. Pour vous donner des chiffres, pour comparer avec ce qu'on avait déjà eu par le passé, comme quoi le phénomène n'est pas nouveau. La Coupe du Monde de 2018, il y a eu 2 morts et 300 gardes à vue, avec des pillages sur les Champs-Élysées. La Coupe du Monde de 2006, il y a eu 7 morts. La Coupe du Monde de 98, il y a eu 2 voitures qui sont foncées dans la foule sur les champs avec 150 blessés. Je crois qu'il y avait eu 1 mort, mais à un autre endroit, je crois, de mémoire, en 98. Bref, ça a entraîné de nombreuses réactions politiques, et notamment Bruno Retailleau qui a utilisé le terme de barbare pour dénoncer les personnes qui ont commis des violences. Qu'est-ce que vous en pensez de cette sortie de Bruno Retailleau, Latifa ? Il sait ce qu'il fait. Et c'est ça en fait, c'est qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Et l'utilisation de ce terme, donc là on en parlait tout à l'heure, on est passé des racailles de Sarkozy là aux barbares de Retailleau. On a encore franchi un degré parce que les barbares c'est en fait ceux pour qui il ne faut rien faire en fait. C'est vraiment mis à la marge de la société et qu'il faut juste écraser. C'est ça en fait. C'est ça ce que dit ce terme. Donc il sait très bien ce qu'il dit et il sait très bien à qui il s'adresse. Et je vais vous surprendre parce que j'ai vu passer un extrait de CNews que j'ai trouvé pertinent. Avec une historienne dont j'ai oublié le nom. Il pleut aujourd'hui. Avec une historienne dont j'ai oublié le nom. Et donc Pascal Praud n'était pas content parce qu'elle disait mais en 1900 à Paris on a eu les Apaches je crois, des bandes de jeunes voilà, qui saccageaient tout. Donc après naissance, Brigade du Tigre, Clémenceau, etc. Et en fait, elle disait, bah voilà, en fait, c'est les mêmes, c'est parfois sur les questions de délinquance, les mêmes mécanismes en fait de groupes de jeunes, souvent à la marge, etc. Qui, là en l'occurrence en 1900, qui semaient la terreur partout. Effectivement, Pascal Praud était en train de dire non, mais vous pouvez pas comparer parce que voilà, pour lui c'était toujours mieux avant. Et pareil, en fait, il y a les blousons noirs. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié, enfin qui ont parlé de ça, et donc il y a beaucoup de ressources, on va dire. Je pense au travail, par exemple, sur les RICS et les bandes de Marwan Mohamed ou même de François Burga, etc. Mais bon, ça n'intéresse pas trop Retailleau parce que ça rentre pas dans son agenda. Mais finalement, oui, c'est toujours la même chose. C'est désigner l'ennemi en fait. Et l'ennemi, il est toujours pour Retailleau soit quand c'est musulman, noir, arabe, etc. Et ça commence à devenir extrêmement grave au vu de l'actualité de ces dernières semaines aussi et du climat que ça nourrit et de la confiance que ça donne à l'extrême droite. Qu'est-ce que je voulais dire, Émilien, toi aussi tu as eu le plaisir de regarder CNews, je crois. Alors, c'était quoi la couverture par CNews de ces événements ? Alors c'était très amusant, je mets d'énormes guillemets sur Twitter, etc. Parce qu'en fait, il y avait déjà, avant même qu'ils aient fini le match, de la fachosphère qui se réjouissait en disant on sait très bien qui va arriver sur les champs. En fait, ils voulaient voir juste des jeunes, noirs et arabes de banlieue, juste être là et s'agiter un petit peu. On peut être juste content parfois, mais voilà, ils s'attendaient. J'ai vu un extrait, si possible, avec des drapeaux algériens. Voilà, oui, mais c'est important, etc. Bon, et les drapeaux de PSG, souvent, bon, en tout cas, mais c'est vrai qu'ils s'attendaient déjà. Et sur CNews, évidemment, le côté... il y a eu un petit peu de Pascal Praud le soir qui parlait foot, pour une fois, c'est quand même le sujet sur lequel il est censé être compétent. Mais sinon, après, évidemment, c'était le narratif de... en fait, c'est des... Quand on essaie de comprendre, c'est un peu des bandes de jeunes qui stagnent en dehors de Paris, puis que d'un coup, au moment où, pour n'importe quelle raison, sortent et vont casser ou agresser
un petit peu volontairement, pour le plaisir, parraine du flic, etc. Et c'est vrai que ce qui était frappant, c'est que il y avait quelque chose de très... finalement, l'impression que c'était des gens totalement irrationnels. C'est pas pour dire qu'il faut, il faut les excuser, c'est des pauvres, etc. C'est juste pour dire, peut-être que dans l'explication des débordements, on peut essayer de comprendre ce qui se passe dans ces bandes de jeunes. Et en fait, c'est des choses très concrètes, par exemple, sur comment est-ce qu'on les évite. Si vous pensez que c'est juste des bandes de jeunes qui veulent tout casser parce qu'ils détestent la police, la seule solution, c'est plein de gars de la Bravem qui tabassent tout le monde et c'est réglé. Ils vont adorer la police, du coup. Voilà. Effectivement. Et si vous pensez que il y a aussi des endroits, il y a aussi des moyens, par exemple, de vous dire si les gens sont trop concentrés, ça peut créer effectivement des effets ou des accidents de voiture, etc. Ou des rixes, il y a peut-être des moyens de les accueillir dans des zones plus dédiées, de prendre ça en charge. Donc, ceci, des approches différentes. Et évidemment, je ne parle pas des journalistes de CNews ou du Figaro qui étaient présents dans les salles d'audience pour aller regarder qui avait le nom français ou pas et voir qui était condamné à quoi. Lorraine ? Il y a le ministère de l'Intérieur, je crois que le gouvernement entier a demandé en fait un rapport sur la prévention de la délinquance pour la fin juin. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve ça intéressant qu'ils aient mis le mot prévention de la délinquance. Alors que quand on regarde justement les ordres qui ont été donnés par Bruno Retailleau, c'était arrêter le plus massivement possible pour éviter le plus de débordements, etc. Bon, ça, en soi, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que justement, à aucun moment, on s'intéresse à pourquoi on en arrive là, pourquoi, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui ont un peu rien à perdre au final. Et on va en parler après sur les perspectives en termes d'éducation, d'emploi, etc. Pour moi, s'il y a énormément aussi de jeunes qui n'ont rien à perdre, c'est parce qu'on leur offre rien non plus comme débouché en termes d'emploi, en termes de futurs désirables de manière générale. Donc j'ai hâte de voir comment ce rapport va être tourné. À mon avis, ça va pas être... vu le respect qu'on fait aux scientifiques, notamment aux sciences sociales, ça va très certainement aller dans le sens il faut plus de répression, etc. Donc, à voir. Il y a eu des peines de prison avec sursis qui ont été données en comparution immédiate. Gérald Darmanin n'était pas du tout content. Le garde des Sceaux propose de supprimer les peines de prison avec sursis et les aménagements de peines obligatoires. Selon lui, les premières condamnations après les violences post-match ne sont, je cite, pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette sortie du garde des Sceaux qui émet un avis sur des jugements rendus? Oui. Latifa ? Vas-y. Bon, déjà ça pose un peu problème, mais quand on regarde l'article aussi du Monde, je crois, sur les premières comparaisons et tout, pour la plupart, c'est des gens qui n'ont pas de casier judiciaire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on mette en prison? La prison n'est pas un endroit où on apprend des choses qui vont servir de manière saine à la sortie. C'est pas la prison telle qu'elle est aujourd'hui, entre la surpopulation carcérale, etc. C'est pas effectivement, c'est pas l'idéal, et on peut pas mettre quelqu'un qui n'a jamais fait de prison et qui a pas de casier judiciaire parce qu'il a cassé une vitre en prison. Faut être un peu sérieux. Et encore une fois, c'est des questions de surenchère. J'ai vu aussi que Darmanin voulait proposer un délit d'attroupement collectif, parce qu'apparemment il y a des attroupements individuels. Délit d'attroupement collectif. Alors J'adore. ça aussi, ça m'a interpellée. Donc à partir de quand c'est collectif? Ouais, un petit meeting politique, pouf, allez hop, tout le monde. Un meeting de LR. Un petit pique-nique au but de Chaumont, allez hop, ça dégage. Mais voilà, plus sérieusement, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ces ministres? Moi, j'ai trouvé ça assez fascinant parce que j'étais à nouveau sur CNews. Et en fait, Pascal Praud avait son journaliste justice qui était censé avoir assisté aux auditions et il le questionnait. Et en fait, il faisait le verdict à sa place. Donc, qu'est-ce qu'il a eu, lui? 2 mois avec sursis? Non, 50 tôles. Lui, tunisien, allez, expulsé. Donc, il y avait un truc comme ça de justice. Ah ouais, carrément. Il faut. Oui. Et derrière, tu as des ministres, je crois que Retailleau aussi a réagi, qui viennent dire... En fait, c'est ce que tu peux vouloir des peines plus fermes. Est-ce que ça a un sens, effectivement? Est-ce que c'est ça qui va prévenir future dégradation, etc.? Je ne suis pas sûr, mais ça se discute. Mais là, c'est les ministres qui disent la justice, en gros, n'a pas bien fait son travail. Y compris, ces gens sont relâchés trop tôt, alors que, pareil, je pense à un autre article de France Info qui montrait que, parfois, justement, les avocats de la défense n'étaient pas tellement contents parce qu'il y avait des peines quand même assez expéditives, des jugements, comparution immédiate, c'est pas des jugements qui durent très longtemps, c'est souvent assez à l'emporte-pièce. Et on avait à côté des gens qui, voulaient... mais du truc où, en fait, pensant que
punir un jeune, effectivement, qui a lancé, évidemment, faut pas le faire, mais qui a lancé, je sais pas moi, un feu d'artifice sur un CRS, 50 tôles. Le jeune qui sort, apparemment, il sera hyper sage maintenant. Ou alors, les gens ne le feront plus en pensant qu'ils vont se prendre 50 tôles. C'est c'est une vision répressive, mais qui est vraiment pas dans une réflexion plus large. Et c'est un peu bête et méchant, quoi. Il y a une surenchère, et je dis, par exemple, Pascal Praud prononce 5 ans, mais ça pourrait être, je sais pas, 10 ans, petite peine de mort après. Enfin, on sait pas, finalement, quand ça s'arrête. De toute façon, dans la mesure où ils veulent aller de plus en plus loin, oui, je pense qu'ils attendent que les gens disent plus 10 ans, plus 5 ans, enfin bref. Pour moi, il y a un réel problème de séparation des pouvoirs, en fait. L'exécutif et la justice, c'est deux pouvoirs différents. Pour moi, Gérald Darmanin n'a pas à commenter une décision de justice, en fait. S'il veut éventuellement que la loi change, c'est à voir avec le Parlement, mais de toute façon, ils n'ont pas de majorité au Parlement, donc après... pour moi, il parle vraiment dans le vide, et pour le coup, il ne respecte pas le principe d'indépendance de la justice. Latifa, tu voulais nous parler de l'affaire Nahel, ça en est où ? Oui, c'est toujours pareil. J'allais dire c'est une bonne nouvelle quand même dans ce drame, c'est que le policier auteur du tir qui a tué Nahel va comparaître aux assises pour meurtre. La justice, du coup, les juges d'instruction n'ont pas retenu la légitime défense, et il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. De voir les forces de l'ordre aux assises. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Pour certains, on est hyper dur, et pour d'autres, on va être plus laxiste. Mais voilà, c'est assez exceptionnel. Et par exemple, de mémoire, les policiers qui avaient infligé ces blessures à Théo Louaka, eux, ont été aux assises, ou le policier qui a tué Amine Bentounsi, pour un autre exemple. Mais de manière générale, effectivement, j'ai un petit chiffre là, que par exemple en 2021, sur 836 agents de la force publique mis en cause pour violence volontaire, ils sont seulement 146 à faire l'objet de poursuites et 87 à être condamnés. Et voilà, donc c'est vraiment très peu, et ça inclut les policiers, les gendarmes, etc. Donc voir un policier aux assises, c'est assez exceptionnel. Évidemment, le policier a fait appel parce qu'il estime qu'il y a une légitime défense. Il a fait appel, et donc une fois, normalement, que toutes les voies de recours seront épuisées, le procès aura lieu en 2026. 2026, et sachant que ça se base sur un article qui est récent, qui a été voté en 2007 du Code de la sécurité intérieure, qui dit que les policiers peuvent faire usage de leurs armes s'il y a une absolue nécessité, et ils doivent le faire de manière proportionnée. Et ce qui n'était pas le cas pour Nahel, parce que les juges ont également considéré que quand il a tiré, il était assis dans la voiture, et qu'il avait de grandes chances de lui toucher le thorax et donc de le tuer. Et voilà, donc il y a plein de... la décision est assez détaillée. Donc voilà, ça reste quand même une bonne nouvelle, parce qu'il y a un moment où on pensait que c'était Nahel le coupable et le policier la victime, avec, on rappelle, cette cagnotte de la honte où les gens, l'extrême droite, je crois qu'il est millionnaire maintenant, ce monsieur. Mais voilà, ça reste quand même une bonne nouvelle. On verra s'il y aura des mobilisations de policiers en marge du procès. C'est un risque aussi que la sérénité de la justice soit entachée par des mobilisations de policiers. On verra à ce moment-là. En tout cas, ce sera en 2026. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, Parcoursup et mon master. Dis donc, les premiers résultats de Parcoursup sont tombés lundi. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, 66% des candidats lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission. Et le système est toujours autant critiqué. Mardi, la défenseure des droits Claire Hédon a publié un rapport qui dénonce, je cite, un système peu lisible, morcelé et inégalitaire. Émilien, toi qui travailles dedans l'université, comment ça se passe ? C'est compliqué, parce que, comme tu l'as dit, c'est à peu près 2/3 des gens qui reçoivent une réponse. Ça fait un tiers qui n'en ont pas. Ça veut pas dire qu'il y en a un tiers qui seront sur le carreau, mais ça veut dire qu'il y en a un tiers qui vont devoir attendre. En fait, avant le système APB, par lequel peut-être certains d'entre vous sont passés, admission post-bac. Voilà, en fait, opérait une forme de mariage, comme ça c'était le terme, entre établissement et étudiants, ce qui faisait qu'il n'y avait pas à attendre que les gens d'avant déclinent pour avoir des propositions. Ça a été changé parce que c'était jugé pas transparent, des histoires de... Il y avait du tirage au sort aussi.
Alors, il y avait aussi tirage au sort à l'université, parce que, en fait, quand il y a trop de gens qui demandent, il n'y a pas de place, il faut bien sélectionner. Alors, évidemment, il y a partisans de la sélection sur le dossier, sélection aléatoire. Mais l'essentiel, c'était des raisons d'algorithme et tout, pas très claires. Et donc, depuis, on a ce système-là. Par ailleurs, on a eu une institutionnalisation de la sélection au moment de l'entrée en master. Souvent, avant, il y avait, entre le master 1 et le master 2, c'est là que se faisait éventuellement une sélection. Là, c'est dès l'entrée en master, et chaque année, il y a plein de gens qui n'ont pas de master, qui ont une licence, mais qui n'est pas professionnalisante, qui ne sert à rien, et qui donc, en l'état, et donc doivent faire un master, mais n'en ont pas la possibilité. Et donc, c'est l'état d'un sous-investissement de l'université, et on en reparlera peut-être, mais ça fait quand même les beaux jours de l'enseignement privé. On va en parler. Lorraine, le fonctionnement de Parcoursup crée aussi des discriminations. Oui, totalement, parce qu'en fait, Parcoursup marche aussi en réalité un peu avec des algorithmes, parce qu'il y a un système de points en fait dans les dossiers. Il y a notamment les étudiants, enfin les futurs étudiants, je ne sais pas comment on veut les appeler, qui sont en réorientation, qui sont dévalorisés par rapport aux étudiants, aux futurs étudiants qui vont avoir leur bac. Ceux qui ont redoublé aussi sont dévalorisés. Ça pose aussi des questions sur la discrimination géographique, parce qu'en fait, avec la sélection, ils ont accès au dossier des élèves, des futurs bacheliers et bachelières. Donc, ils peuvent voir de quel établissement ils sont issus. Et il y a un peu ce truc si tu viens d'un lycée qui est mal classé, ton 17 ne vaut pas le même 17 que si tu étais à Henri IV. Je caricature, mais c'est un peu ça le principe. Donc, en fait, et c'est pour ça que personnellement, parce que moi j'ai été pile dans le changement entre Parcoursup et admission post-bac, et c'est pour ça qu'à Nanterre à l'époque, on s'était battu contre la sélection à l'université, parce que on considérait en fait que les universités c'était censé être des lieux ouverts de partage du savoir, où tout le monde pouvait avoir accès, peu importe sa filière, peu importe où il ou elle habite. Donc voilà, là c'est plus le cas, et en fait la sélection ça a fait que de renforcer les inégalités, et de renforcer le fait que si généralement t'es fils d'ouvrier, t'as moins de chances d'accéder au métier que tu veux, aux études que tu veux, à cause notamment de ce système. Pardon. Non, vas-y. Non, et du coup, ça répond. Enfin, c'est censé répondre en fait à la question de il n'y a pas assez de place. Mais en fait, s'il n'y a pas assez de place, c'est pas genre juste. Une question de baby boom, comme j'ai pu en entendre parler. C'est une question il y a un manque d'investissement dans l'enseignement supérieur. Il y a un manque de professeurs, de moyens qui sont mis pour pouvoir accueillir plus d'étudiants et leur permettre de choisir leur avenir et pas forcément le subir. Ouais, et il y a aussi un manque de considération totale, je trouve, pour juste la santé mentale des jeunes et l'état de stress dans lesquels ça les met. Je sais que hier soir, j'étais pour un atelier d'éducation aux médias que je mène avec des jeunes lycéens à La Courneuve, et en fait, ils m'ont appris, mais je pensais pas que c'était aussi court, qu'ils doivent la valider dans les 48 heures. Oui, c'est très rapide. Ils ont le premier. Et en fait, c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment, à l'égard de la jeunesse, un manque de respect et de considération. Ils sont en train de construire leur avenir, et on leur demande en 48 heures de valider un choix. En fait, c'est absolument incroyable, parce que tout le monde est dans des situations de stress, où il y a des gens qui n'ont rien, en fait, effectivement aucun vœu. Moi, je suis pas bien vieille, mais quand même. Mais à mon époque, par exemple, il y avait personne ou quasiment qui faisait une année sabbatique après le bac. Totalement. Mais il n'existait pas. Là, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations de année blanche ou sabbatique forcée parce qu'ils n'ont rien eu, en fait. Et voilà, et apparemment tout le monde trouve ça normal, mais ouais, je sais pas si j'aurais tenu le coup, moi, à l'époque, s'il y avait eu Parcoursup. Moi non. Mais il y a Elisabeth Borne, en fait, qui a recommandé aux étudiants, aux futurs bacheliers, de prendre une année sabbatique, justement. Mais en fait, moi, j'ai envie de lui dire avec quel travail, vu quand on voit déjà le marché du travail. C'est lunaire, comme sa déclaration sur l'orientation en maternelle. Pour moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je donc, comprends ce qu'on pas. observe aussi comme dérive avec ce système, donc, c'est le développement du privé lucratif dans l'enseignement supérieur. Oui, c'est un sujet qui est porté par la superbe Association française de sciences politiques. Allez voir son site. Qui montre notamment que, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on ne met pas les moyens correspondant à l'augmentation du nombre d'étudiants,
qui est réel et qui est prévisible, puisque c'est de la démographie, eh bien, il y a des gens qui se retrouvent sur le carreau et qui en profitent des formations privées, qui proposent soit des bachelors, ce qui n'existe pas vraiment en France, soit des masters, ERE, qui donc ne sont pas reconnus par l'État, ce qui fait que c'est des formations qui en fait ne valent pas grand-chose. C'est-à-dire, si vous essayez de postuler en master à l'université avec un bachelor, on va vous dire en fait on ne sait pas ce que ça vaut, on ne peut pas vous prendre. Tout comme si vous avez un master, beaucoup d'entreprises vous diront mais en fait c'est pas une formation reconnue par l'État, on ne va pas pouvoir vous prendre. Et donc en fait plein d'étudiants se retrouvent avec des formations de très basse qualité, pas reconnues par l'État, mais paradoxalement parfois sponsorisés par l'État, parce qu'en fait, souvent, certains sont en apprentissage. Alors, ironiquement, vous ne pouvez pas vous retrouver en apprentissage chez Burger King, alors vous faites une école de sciences politiques, mais bon, parce qu'il n'y a pas d'apprentissage en licence en sciences politiques, et ça, c'est financé par l'État, parce que l'État subventionne l'apprentissage. Ah ouais, l'État subventionne le privé lucratif ? Oui, donc indirectement, l'État subventionne ce genre d'initiative. Et après, il y a la façon cynique de dire ils savent très bien que l'État de l'enseignement va favoriser le privé et c'est assumé. Je ne suis pas dans leur tête, mais la réalité, c'est ça. C'est que au lieu d'avoir des universités avec des frais d'inscription acceptables, finalement, en fait, d'ailleurs, on va miser sur leur déclin, le fait de dire vous avez vu, c'est beaucoup de gens, vous accompagnent pas, les locaux sont pas terribles et tout. Venez dans une petite école privée, ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais vous en avez pour votre argent et en fait, pas du tout. Les élèves, les étudiants, les jeunes se font totalement avoir. Ok, parce que je crois que c'était plus 70% d'inscription dans le privé sur les 10 dernières années. Et il y a des arnaques aussi là-dessus. Contre 11% dans le public. Et déjà, il y a des arnaques alors que le droit, pouvoir accéder à l'université publique, ça devrait être un droit incontestable pour toutes et tous, en fait. Ça devrait même pas être négociable. Et effectivement, il y a pas mal d'arnaques où il y a des jeunes, parfois, qui s'inscrivent où ils vont pas avoir de diplôme d'État, mais ils vont payer 15 000, 20 000 euros pour un diplôme qui est même pas reconnu par l'État. Il y a un manque de lisibilité absolue sur les titres, etc. Avec des faux enseignants, parfois. Ouais, voilà. Et à l'image de ce qui s'est passé pour les EHPAD ou d'autres, je crois que j'ai une journaliste dont j'oublie le nom, mais qui a fait un livre, enquête, sur le groupe Galiléo, qui regroupe plusieurs écoles comme ça, et où en fait on se rend compte que des fois il n'y a même pas le matériel, il y a même pas le matériel qu'il faut, que les groupes sont doublés alors qu'on leur a dit que ce seraient des petits groupes, enfin bref. Et voilà, donc c'est encore une fois une conséquence de Parcoursup et tous les domaines qui sont investis par la sphère privée, alors qu'ils devraient être encore sous la coupe, on va dire, de l'État. Mais effectivement, il y a eu la question de l'apprentissage, parce qu'il y avait même les aides qui ont été données à la faveur du confinement et du Covid pour recruter plus d'apprentis. Donc, il y en a beaucoup qui se sont engouffrés dans cette brèche. Parfois, ça a été plutôt positif, franchement. Mais par contre, effectivement, le problème, c'est que les jeunes sont très peu formés sur l'école et qu'est-ce qu'elle délivre comme diplôme, etc. C'est vraiment ça le problème. Faut mettre en place des formations. Je pense qu'il y a plein d'associations qui le font déjà. Mais même quand on est, même à mon âge, des fois pour des jeunes, j'ai regardé des écoles, j'ai eu du mal à comprendre si c'était ok ou pas, quoi. Bon courage, en tout cas, à tous les jeunes qui sont actuellement dans la moulinette Parcoursup. On pense très fort à vous et on espère que ça se passera pour le mieux pour vous. Merci d'avoir regardé cette VOD jusqu'au bout. Je te garde 1 minute pour te parler du dividende sociétal du Crédit Mutuel. En fait, le Crédit Mutuel, c'est la première banque française à être ce qu'on appelle une entreprise à mission. Ça veut dire que c'est une entreprise qui se fixe des objectifs sociaux et environnementaux et qui s'y tient. Pour ça, le Crédit Mutuel a inventé le dividende sociétal. Ce dividende, c'est 15% des profits de la banque qui sont chaque année investis dans des projets qui ont un impact sur la société et l'environnement. En 2024, le dividende sociétal a permis de mobiliser 574 millions d'euros pour soutenir des projets solidaires. Rends-toi compte, si 200 entreprises françaises faisaient comme le Crédit Mutuel, on pourrait quasiment financer tous les investissements nécessaires à la transformation écologique française. C'est incroyable. Si tu veux en apprendre plus, tu peux cliquer sur le lien que je t'ai mis en description.